L'AFM Téléthon, c'est une association reconnue d'utilité publique. Elle a été créée il y a 65 ans par des personnes concernées par une maladie neuromusculaire. C'est toujours une association de personnes militantes, des personnes malades, des parents de malades, engagés dans le combat contre les maladies neuromusculaires. C'est une organisation qui allie des forces bénévoles et des forces salariées. Et cette organisation est guidée par l'intérêt des personnes malades et par l'urgence de la maladie évolutive. Alors, l'objectif unique de l'AFM Téléthon, depuis le début, c'est vaincre les maladies neuromusculaires. Pour cela, elle s'inscrit dans une stratégie d'intérêt général qui va soutenir les personnes atteintes de maladies neuromusculaires, mais aussi les maladies rares et enfin les personnes en situation de handicap. Pour cela, elle a 3 missions. La mission guérir, qui est la mission la plus médiatique, qui concerne la recherche et le développement des thérapeutiques. On pense à Généton, on pense à ISTEM et puis aux chercheurs qui sont un peu sur tout le territoire français. Il y a la mission aider, celle à laquelle on appartient et puis qu'on va vous présenter un peu plus particulièrement aujourd'hui, qui sont là pour aider les personnes malades et leurs familles. Et la mission communiquer, qui correspond à la communication en lien avec les missions locales de l'association, c'est-à-dire que les personnes malades puissent avoir de l'information et de la communication adaptée à leurs besoins. Alors, plus particulièrement, la mission aidée de l'AFM Téléthon, c'est 2 réseaux. Un premier réseau bénévole que l'on appelle la délégation départementale. Ce sont des personnes malades et leurs familles qui se réunissent à l'échelle d'un département pour représenter l'association dans ce département, dans des représentations de personnes en situation de handicap, dans des collectifs associatifs, auprès d'associations représentant des usagers de santé, par exemple, mais aussi proposer des actions de prévention, des actions de soutien, d'entraide, de loisirs, à l'échelle d'un département. Et il y a le service régional, qui est une équipe de professionnels salariés, qui vient d'un modèle d'accompagnement qui est original, qui a été proposé par l'AFM Téléthon suite au premier Téléthon. Donc c'est depuis après 1988. Et l'objectif, depuis le début, a été de renforcer l'autonomie des personnes malades en situation de handicap et de soutenir leurs projets de vie. Le service régional, donc, il intervient dans des logiques de prévention, de coordination, de coopération. L'idée, ça va être d'informer sur la maladie, sur les conséquences de la maladie, de pouvoir accompagner la personne malade, sa famille, et de pouvoir mobiliser les réseaux et les partenaires. L'intervention se situe dans une approche globale intégrant tous les éléments de la complexité de la situation individuelle. On va le détailler un petit peu plus sur les diapos suivantes, mais l'idée, c'est de pouvoir proposer un accompagnement vraiment individualisé par rapport aux besoins de la personne. Et ce n'est donc pas une simple juxtaposition des interventions techniques successives. Le service régional participe à une égalité d'accès aux soins et aux moyens de compensation du handicap, quel que soit le territoire. Et cet accompagnement, il est réalisé par des référents parcours de santé, comme vous l'avez vu dans la vidéo, et c'est la fonction de Claudie. C'est des professionnels qui sont formés à cette activité par l'association et qui sont formés aussi au travail en réseau avec les professionnels de santé. Plus globalement, je dirais que la mission, c'est de favoriser la construction des parcours de santé par la personne elle-même. Quand on parle de suivi individualisé, on peut aller regarder ce que nous propose la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, qui a été diffusée par l'OMS en 2001. Et si on regarde un peu le schéma, il montre bien, il visualise bien que tous ces éléments qui sont la maladie, qui va provoquer des déficiences au niveau des fonctions, la fonction cardiaque, la fonction respiratoire par exemple, va aussi créer des difficultés dans l'appareil locomoteur. Ça va avoir des incidences et ça va interagir avec les activités de la personne, bouger, se lever, s'asseoir. Et donc ça aussi va interagir et avoir des incidences sur la participation. Ma participation à mes activités pour me rendre à l'arrêt de bus. Et tout ça, ça va dépendre des facteurs personnels de chaque personne. Qu'est-ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle a envie, quels sont ses projets. Et ces facteurs environnementaux, si le lieu est accessible ou pas, s'il y a des escaliers, s'il n'y en a pas. Donc on voit que tout est en interaction.
Et c'est sur ce modèle-là que le service régional va proposer un accompagnement, puisque les incidences de la maladie ont des conséquences sur la santé et la qualité de vie de la personne malade. Et finalement, on voit bien que la maladie n'est pas le seul déterminant. Les médecins ont bien insisté que même une maladie pouvait, pour la CMT avait des formes très 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 variables, mais même pour chaque personne, sa maladie, dans son environnement et ses facteurs personnels, va aussi avoir des formes variables. D'où l'accompagnement qui doit être très très personnalisé. Les principes de l'accompagnement du service régional. Donc, c'est un accompagnement qui est réalisé au travers d'un référent parcours de santé, qui est un professionnel. Cet accompagnement est sans limite ni d'âge ni de durée. Il est accessible à la demande de la personne malade, sans notification MDPH ou prescription médicale. Il aura lieu en fonction des besoins de la personne malade et en accord avec elle, dans tous les domaines impactés par la maladie, sans aucun cloisonnement entre le médico-social, le sanitaire et le social. Pour être un petit peu plus concret, le référent parcours de santé, ce qui est proposé, c'est un référent donc, dans la durée pour la personne malade dans son parcours de santé. L'accompagnement peut donc concerner les différentes étapes de la maladie, dès l'annonce du diagnostic, pour le suivi médical, le traitement, les soins. Le référent va pouvoir agir en accord avec la personne, être un peu pour l'aider à être à l'interface entre l'univers du sanitaire, du médico-social ou du social, pour l'aider à identifier, mobiliser les ressources de la personne et de son environnement, et ainsi favoriser l'autonomie, les capacités d'agir de cette personne. Si je prends un autre petit schéma, c'est un exemple. Pour un enfant, on voit aussi que le parcours, là, pour une personne malade qu'on a mis en jaune au milieu, c'est un peu tous les interlocuteurs. La liste n'est vraiment pas exhaustive. Hein. Tous les interlocuteurs qui peuvent être, qui vont être mobilisés pour un projet, pour le parcours de vie d'une personne. Donc on a mis, alors je vois pas trop les couleurs là, en vert tout ce qui est en lien avec le parcours de soins. Vous voyez les centres de référence évidemment pour les maladies rares, les consultations spécialisées avec tous les différents acteurs d'un centre de référence, mais ça veut dire aussi les rééducateurs, les libéraux, les kinés, enfin tout vous connaissez en vert. Il y a tout ce qui est en lien avec la MDPH qui va être aussi une institution à mobiliser, qui peut donc venir à la maison, des ergothérapeutes, des référents. Puis s'il y a des demandes de prestations de compensation, peut-être d'aide technique, il faut aller solliciter les fonds départementaux, peut-être les mutuelles, la Sécu, puis de l'aide humaine. Mais aussi on peut aussi bénéficier d'un service, le cas échéant, et on voit qu'il y a une multitude finalement d'interlocuteurs. Et il faut arriver à se débrouiller là-dessus. Le référent parcours de santé, le service régional et plus largement la FM Téléthon peuvent aider à s'y retrouver. En France, il y a 16 services régionaux qui sont répartis donc, sur 26 sites qui couvrent tout le territoire français, même la Réunion. Ici en PACA, on est 2 services régionaux. Nous, on est le service régional Provence. On travaille pour les personnes qui sont domiciliées sur le département des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Et notre équipe est composée de moi-même, j'en suis la directrice, de 2 assistantes et de 7 référents parcours de santé, dont Claudie. Et notre lieu de travail est sur Aix-en-Provence. Il y a un autre service régional que l'on appelle Côte d'Azur Corse. La directrice est Madame Rousset, avec 2 antennes. Une antenne à Nice qui exerce pour les gens qui travaillent sur le 06, qui sont domiciliés sur le 06 et le 83, avec une assistante et 4 RPS, et une antenne en Corse. Cette antenne comprend un cadre de proximité, une assistante et 3 référents parcours de santé. Pour les chiffres de l'année dernière, de 2022, pour le service régional Provence, on a accompagné les personnes atteintes de maladies neuromusculaires dans 3 grands domaines. On classe en gros un quart de notre accompagnement est pour le domaine des soins. Ça peut être, comme on l'a dit, de l'information sur la pathologie, la génétique, le réseau paramédical, le diagnostic, enfin tout ce qui est en lien avec la consultation et le centre de référence. Il y a à peu près un quart aussi, c'est l'accompagnement pour la vie sociale et relationnelle. Donc ça va être des demandes en lien avec la scolarité, l'emploi, le loisir ou les vacances. Et une grosse moitié de notre
de notre activité concerne l'accompagnement dans la compensation des incapacités et de la vie quotidienne. Voilà, et je vais laisser la parole à Claudie pour rentrer un petit peu plus précisément dans ces domaines. Mon objectif, ça va être que vous ayez le même niveau de connaissance que moi, pour que vous vous y retrouviez dans les méandres administratifs français. Et du coup, c'est vrai que les demandes, souvent, on les regroupe dans 3 catégories. Donc, on va commencer par parler de tout ce qui est problématique du soin, puisque les personnes peuvent venir nous solliciter parce qu'il y a des complexités au niveau de l'accès aux soins. Il peut y avoir une nécessité d'expliquer votre pathologie quand on rencontre des nouveaux professionnels soignants ou des libéraux, puisque c'est une maladie plutôt rare. Du coup, tout le monde ne la connaît pas, même si les personnes sont soignants. Et du coup, c'est là où on peut avoir un rôle, nous, en tant que référent parcours de santé. On peut vous aider à travailler et à préparer un entretien médical ou paramédical. Ça peut avoir aussi du sens quand on est accompagné pendant longtemps par un kiné, par exemple, où il peut s'installer une certaine lassitude de votre part ou de sa part pour plein de raisons différentes. Du coup, c'est vraiment important de préparer certains entretiens. Donc, on vous a listé certains petits items ou questions pratico-pratiques pour préparer ces entretiens médicaux. Donc voilà, donc ça peut être sur le j'informe, j'explique ma maladie, ce que je vis, ce que je ressens, comment la maladie bouscule mon quotidien, mes capacités, mes limites, mes douleurs, la fatigue, l'environnement de vie, ce dont j'ai besoin, quels sont mes projets. Et ça peut être aussi sur le thème de mettre en lien les professionnels entre eux, donc transmettre les comptes rendus médicaux du spécialiste au généraliste, inciter les professionnels de santé de proximité à contacter les spécialistes. Aussi, l'AFM nous propose des kiné-conseils ou des ergo-conseils. Et c'est des personnes qui peuvent se mettre en lien avec les personnes qui vous accompagnent au quotidien. Donc ça peut être intéressant qu'ils échangent entre professionnels pour parler le même langage. Ça peut apporter quelque chose. Voilà, du coup, pour ces domaines de soins et santé, on peut se reposer aussi sur des supports de communication, donc écrites ou sur Internet. Vous en proposez, l'association CMT France, l'AFM aussi. Les vidéos qu'on a vues là sont très intéressantes et peuvent être un support de communication pour parler aux kinés, aux ergos, aux médecins que vous pouvez rencontrer. Voilà, il y a beaucoup de thèmes qui sont intéressants et qui sont à creuser, tout ce qui est rééducation, les livres sur la pathologie. Nous, on produit aussi beaucoup de documents, puisque ça fait partie d'une de 3 grandes missions, tout ce qui est communiqué. Donc, il y a vraiment tous les thèmes. Ça peut être sur l'aménagement de salle de bain, son permis de conduire, s'il faut l'adapter, comment. Il y a vraiment tous les thèmes qui sont étudiés, pas forcément que ce qui est purement médical. Voilà, il y a aussi le site d'Orphanet, qui là va être plus médical, ou le site de Filnemus, donc la filière des maladies neuromusculaires, où là aussi il va y avoir des communications plus médicales. Ensuite, je poursuis sur le deuxième grand domaine où les gens nous sollicitent souvent, c'est tout ce qui est vie quotidienne. Nous, on appelle ça la compensation du handicap. Donc, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour compenser mes difficultés liées à ma situation de handicap et avoir la vie la plus normale possible, entre guillemets. Ça passe souvent par le dossier MDPH, donc la maison départementale des personnes handicapées. La MDPH propose pas mal d'aides, mais c'est vrai que c'est parfois pas évident de se retrouver dans tout ce qu'ils proposent. Du coup, là, on a listé quelques exemples de prestations qu'ils proposent. Donc, il y a la reconnaissance travailleurs handicapés, la carte mobilité inclusion, donc avec plusieurs mentions, invalidité, stationnement, priorité, l'allocation adulte handicapé, la prestation de compensation avec tous ses volets, aide humaine, aide technique, aménagement du logement, adaptation du véhicule ou transport, aide animalière, charges spécifiques ou exceptionnelles, aide à la parentalité. Donc ça, c'est assez nouveau, c'est depuis courant 2021, je crois, où cette prestation a été mise en place, tout ce qui est focus sur la parentalité. Donc l'idée, c'est d'aider la personne en situation de handicap à exercer sa parentalité. Si par exemple, elle ne peut pas porter son enfant, ou si elle ne peut pas l'amener à l'école ou dans des activités sportives. Voilà. Du coup, la PCH propose de l'aide humaine ou de l'aide technique pour compenser cela. Vous voyez que c'est assez technique, donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'en parler avec nous pour être un peu plus aguerri sur ce que vous pouvez demander, à quoi ça peut servir, quel est l'intérêt.
Pour cela, il faut remplir un dossier MDPH. Donc, je pense que vous avez tous peut-être été confrontés à ça. C'est pas évident, c'est pas mal de pages, mais il faut pas perdre pied, et pas perdre de vue son objectif. Et il y a aussi le certificat médical à faire compléter par le médecin, qui est parfois une étape importante. Nous, on conseille vraiment de prendre des rendez-vous dédiés pour faire remplir ce certificat médical, parce que si on est malade et qu'en plus, donc le médecin doit nous faire un examen clinique, plus qu'on lui demande cette tâche administrative qui prend quand même du temps, c'est pas évident, ni pour lui ni pour vous. En plus, il y a pas mal de choses à remplir sur la partie vie quotidienne. Quelles sont vos difficultés, vos douleurs, votre fatigue. Donc, c'est autant de choses qui sont un peu invisibles ou qui nécessitent vraiment un questionnaire poussé, voire même une préparation de votre part pour ne rien oublier, puisque de là va dépendre l'ouverture de vos droits. Donc, si le certificat médical est mal rempli, vous aurez beau bien compléter le formulaire administratif, ça peut vraiment mettre à mal toute la démarche. Donc nous, on conseille vraiment de prendre des rendez-vous dédiés avec le médecin qui vous connaît le mieux, que ce soit le généraliste ou le spécialiste, pour faire un rendez-vous exprès pour remplir ce document, qui fait quand même 8 pages, donc c'est pas rien ce qu'on leur demande. Voilà, dans ce dossier MDPH, il y a aussi une page vierge qu'on appelait avant projet de vie. Donc du coup, nous, on continue à l'appeler comme ça. L'objectif, c'est de faire une photographie de sa situation pour rédiger donc le projet et exprimer les besoins. Donc nous, on vous aide à exprimer ces besoins, que ce soit bien en lien avec ce que peut vous proposer la MDPH. Puisque l'objectif, c'est d'argumenter sur ce sur quoi ils peuvent vous aider. Par exemple, si vous dites que vous avez des difficultés pour réaliser le ménage, l'entretien de votre domicile ou l'entretien de votre jardin, c'est tout à fait entendable, mais ça ne fait pas partie du champ des compétences de la MDPH. Donc, ils risquent de vous émettre des refus parce que ça ne fait pas partie de leur champ de compétences. Donc, c'est important. On peut tout dire, on peut exprimer toutes ces difficultés, mais c'est important d'accentuer sur ce qui correspond à leur champ de compétences pour arriver à l'objectif d'ouvrir des droits, par exemple. Du coup, nous, on conseille vraiment de partir de l'outil assez basique, mais néanmoins complexe, de qu'est-ce que c'est ma journée type, c'est quoi mes difficultés, qui m'aide, à quoi je renonce, ou quelle stratégie j'ai adoptée pour y arriver, comment j'aménage mon quotidien. C'est pas si évident que ça parce que le quotidien, on le vit tous les jours et on l'a intériorisé, donc des fois on n'a pas conscience de nos difficultés ou pas suffisamment. Ça peut être intéressant de le compléter avec un tiers qui nous aide, qui lui peut avoir un autre point de vue complémentaire, parce que parfois on se voit pas, voilà, on voit pas ce qu'on vit. Voilà, donc nous, tout ça, on peut vous aider aussi à le compléter, puisqu'on, par notre connaissance de la pathologie, on peut essayer de voir avec vous quels sont les moments clés, les moments difficiles, ce qu'on peut apporter comme moyen de compensation pour aider à dépasser ces difficultés, etc. Ensuite, pour en arriver avec le troisième angle sur lequel les personnes ont souvent des demandes, c'est tout ce qui est vie professionnelle, vie sociale. Du coup, l'accès aux loisirs et aux activités sociales, elle peut être vraiment bloquée par la pathologie, comme vous savez, mieux que moi. Et du coup, nous, il y a vraiment des points d'action qu'on peut mener sur ces thèmes-là aussi. Donc pareil, je peux décrire l'environnement, où il se situe, quelles sont les personnes de mon entourage qui m'accompagnent, est-ce qu'elles ont besoin de souffler, quels sont mes loisirs et mes activités sportives, quel est mon moyen de transport, qu'est-ce qui est facilitateur pour moi, qu'est-ce qui est un frein pour mener la vie sociale dont j'ai envie. Et du coup, nous, à partir des constats, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il existe comme point d'action. Et pour la partie vie professionnelle, pareil, là, c'est tout un art de savoir communiquer auprès de son employeur et auprès de la médecine du travail qui est un interlocuteur privilégié. C'est pas si évident, on le sait, mais c'est quelque chose qu'on peut accompagner aussi. Donc pareil, là, il faut partir de l'identification de ses difficultés, ses besoins. Donc ça veut dire avoir un recul sur soi-même, sur ses possibilités, sur ses projets, y avoir réfléchi, et pouvoir les porter auprès d'un tiers. Donc rien que ça, c'est un vrai exercice. Voilà, donc parce qu'il est possible d'aménager le poste de travail, de proposer une réorientation, de réfléchir peut-être à un arrêt temporaire, plus durable, comment ça se passe au niveau financier, qu'est-ce qu'il existe. Voilà, donc pour tout ça, il y a des dispositifs.
C'est toujours complexe et c'est pour ça que notre fonction existe. Donc nous, notre travail, c'est vraiment de vous aider à comprendre l'environnement en lien avec le problème qui se pose pour décider au mieux et prendre le meilleur chemin. Donc l'interlocuteur peut être la médecine du travail. La reconnaissance travailleur handicapé, ça peut aussi vous apporter quelque chose. C'est un dispositif octroyé par la MDPH. Il peut y avoir le SAMET aussi, qui est un interlocuteur spécialisé. Donc c'est le service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Il peut aussi y avoir l'AGFIP, qui eux ont plus un rôle financier, si je peux dire. Ils ont une mission d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées. On peut leur demander des fonds pour adapter un poste, l'aménagement du véhicule, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi la pension d'invalidité. Je repasse la parole à ma collègue Anne. Et pour finir, prendre soin de sa santé au-delà de ce parcours de soins, au-delà du parcours de compensation, c'est aussi tous les autres enjeux qui vont être en lien avec la qualité de vie dans une démarche de prévention. Alors on en a cité quelques-uns, évidemment. La liste est loin d'être exhaustive, puis c'est le thème de cet après-midi. Donc prendre soin de soi, c'est aussi peut-être pouvoir bénéficier d'une cure thermale. Il y a la cure de la Malou. Bien sûr, des échanges avec les personnes concernées, comme avec des journées comme aujourd'hui. Les loisirs, l'handisport peut être intéressant pour mieux vivre sa maladie, l'activité physique adaptée, les vacances adaptées. Certains de ces éléments peuvent être pris en charge aussi par la prestation de compensation du handicap. Donc c'est bien aussi d'aller interroger, de voir ce qui est possible. Merci. Merci Claudine, merci chère Anne. Je signale que effectivement l'AFM non seulement nous aide, mais financièrement et autrement, mais elle a des publications qui sont des références pour notre pathologie, en particulier le fameux Voir et comprendre. Il y a 80 pages, je crois. C'est un peu gros, ouais. C'est pas mal, hein, je sais parce que j'ai fait la correction une année, la relecture, pardon, pas la correction. Et c'est vraiment la Bible de tout ce qu'il faut savoir sur la CMT. Au point que moi, en tant que président de CMT Europe, je l'ai fait traduire en anglais pour qu'on puisse l'utiliser, et elle est utilisée aux États-Unis, entre autres. Donc c'est vraiment une référence. Et il y a beaucoup de choses que l'AFM peut nous fournir. Et surtout, il y a l'AFM Téléthon à Paris et il y a les services régionaux. Et les services régionaux, on a généralement une aide, une compréhension, une relation amicale avec les responsables locaux. Et ça aide beaucoup, par exemple, nos délégués, quand ils veulent organiser des réunions, s'ils le font en collaboration avec la direction régionale de l'AFM, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus sympathique. L'AFM a aussi des adhérents qui ont la CMT, qui ne sont pas dans les fichiers de CMT France, forcément. Les gens ne sont pas obligés d'avoir 12 adhésions. Donc c'est toujours très bien de faire ça en collaboration. Et bravo. Et encore merci. Merci à vous.